Salut, c'est Bip de la Quinterview. Avant que ton épisode commence, si tu veux encore plus d'épisodes, m'aider et me soutenir, abonne-toi au podcast et n'hésite pas à mettre des commentaires et 5 étoiles si t'en as la possibilité. La Quinterview est autoproduite et t'imagines pas à quel point ce petit geste est important pour moi et pour l'avenir du podcast. Bon épisode. Pour 1983, moi, je suis une femme, donc je me souhaite, et je souhaite aux autres femmes de voir en France, puisque nous sommes en France, des mesures prises pour que, autant dans l'éducation des petits-enfants à l'école, que dans la rue, que partout, on apprenne à se méfier, à savoir ce que c'est que le sexisme. Beaucoup de gens ne savent même pas ce que c'est que le mot sexisme. Et alors que tout le monde sait ce que le mot racisme veut dire. J'espère qu'en 83, on saura ce que c'est que le sexisme et que on aura des moyens de lutter contre. Alors je souhaite une bonne année aux femmes et aux acteurs. Et si mes vœux sont exaucés pour eux, c'est qu'ils seront exaucés pour tout le monde. Bonne année. Hello à tous et bienvenue dans la Quinterview et bonne année. Et celle qui vous a souhaité une bonne année 1983, c'est l'actrice et réalisatrice Delphine Seyrig, la fée des lilas dans Podane. Premier épisode de l'année 2025 qui commence par ce second hors-série que j'ai concocté pour vous. Dans cet épisode, vous retrouverez votre année de public de show drag. Je répondrai à nouveau aux questions que vous vous posez sur la Quinterview et vous aurez une séquence inédite de la saison 1 avec Rose. Mais on commence tout de suite par vos meilleurs moments d'un an et demi de Quinterview. Les interviews qui vous ont procuré le plus d'émotions, c'est maintenant. Mon meilleur moment pour moi des interviews a été évidemment celle de Rose, puisqu'elle a pu parler de quelque chose qui est quand même d'assez unique, d'Alsace et même de France, ça c'est assez rare, de la parentalité, qui plus est en plus biologique, avec une personne transgenre. Et c'était vraiment cool pour la visibilité, étant donné que je suis une femme transgenre aussi, donc ça m'a fait du baume au cœur et c'était très chouette. Le parcours pour avoir un enfant quand on est un couple queer avec un papa transmasque, c'est facile ou c'est pas facile ? Quand j'ai rencontré mon mec, il m'a parlé de ça assez tôt, dans le sens où lui voulait porter un enfant. Plus que d'en avoir un, il voulait le porter. Alors la chance que nous on a eue, c'est que la grossesse s'est faite naturellement. Au moment de la grossesse, Enzo avait déjà passé son CEC, donc il avait changé ses papiers d'état civil au masculin. Il faut savoir que quand on change ses papiers au masculin, on perd tout droit sur des possibles dons d'ovocytes qu'on a pu faire et on n'a pas le droit à la PMA parce que du coup on passe dans une catégorie qui n'est pas entre guillemets censée avoir d'enfant dans l'état actuel de la loi. Donc on a eu beaucoup de chance que ça s'est fait naturellement et on va dire qu'une fois que la grossesse était là, il fallait bien qu'elle soit prise en charge. Du coup on a été pris en charge au CMCO de Schiltigheim par une sage-femme adorable parce que c'était compliqué de trouver un gynéco qui voulait suivre la grossesse parce que c'était un peu une première en Alsace qu'un homme transgenre ait un enfant. Le parcours est plus compliqué administrativement parlant parce qu'aucune loi n'encadre la parentalité transgenre. Du coup, officiellement, mon conjoint est nommé mère sur l'acte de naissance alors que tous ses papiers sont en masculin parce que la procureure a décidé de sortir une vieille loi en latin un peu pourrie en disant que tout ce qui accouche était une mère. On a de la chance, c'est que sur le livret de famille, il y a marqué père et père, mais du coup, il y a tout un flou, une zone grise de la loi qui n'est pas du tout OK. Mais du coup, c'est quelque chose qu'il faut visibiliser et les familles queer et les familles avec des parents trans, ça existe et ça va exister de plus en plus. Et il est temps de se réveiller. Celle qui m'a le plus marqué, clairement, c'est Créature. Déjà parce qu'elle m'a fait découvrir cet artiste qui est extraordinaire, que j'ignorais jusqu'ici. Et en plus parce qu'elle m'a ouvert à plein de sujets sur notamment l'accessibilité des shows. Et que j'ai trouvé passionnant et que, j'avoue, je m'étais pas trop posé jusqu'à entendre cette interview. Et donc, c'est une interview que j'ai beaucoup recommandé autour de moi en disant, franchement, écoute ça, tu vas voir, ça pose des questions que tu t'es pas posées jusqu'ici. Donc, bravo Bip, bravo Créature et bravo tout le monde. On vous aime, on aime le drag français et le reste du drag d'ailleurs. Allez, gros bisous, je sais pas comment finir cet audio.
Est-ce que la scène drague avec le validisme, est-ce que la scène drague est validiste ou est-ce que la scène drague se déconstruit et quel est l'état des lieux aujourd'hui? L'état des lieux aujourd'hui, en fait, il y a un peu un truc de on voit pas, on fait comme s'il y avait rien et comme si on était inclusif avec tout le monde, alors que pas du tout. J'ai pris conscience aussi que j'étais la seule performeuse handicapée à Paris qui performe, ouais. Et j'ai trouvé ça fou parce que Paris, c'est quand même une des plus grosses scènes drag. Et en fait, tout le monde se conforte un peu dans ce truc de « Ah, mais t'es la seule, bah, c'est comme ça. » Et en fait, parce que t'es unique, etc. Alors non, en fait, je pense que c'est quand même la conséquence d'un système qui rejette activement les personnes handies, tu vois, dans les scènes, parce que il n'y a pas d'accessibilité, il n'y a pas grand-chose qui est mis en place, ou très peu. Même quand c'est possible, alors parce que je comprends tout à fait que les bars, etc., tout le monde galère à avoir des salles décentes, c'est clair. Mais c'est vrai que quand il y a moyen de pouvoir accessibiliser, c'est pas vraiment fait. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai la chance, entre guillemets, de pouvoir être autonome et avoir des béquilles, etc., qui fait que je peux descendre les escaliers, monter sur scène, etc. Et j'ai mis du temps à comprendre aussi que, en fait... Quand on me book, on book aussi mon handicap. Et tu sais, le handicap, il reste pas dans le public, il fait slide girl et tout, et il est là en mode tranquille et tout, il m'accompagne pas. Non, en fait, quand tu bookes mon handicap. Donc, en fait, forcément, tu dois adapter ton show à moi, en fait, tu vois, parce que tu as un truc c'est la différence entre équité et égalité. Mais il y a beaucoup de tabous encore sur le handicap et sur le fait que non, mais on te traite comme tout le monde, t'es la norme. Bah non, en fait, je suis pas normale et c'est ok, je suis différente, c'est normal. Enfin, c'est ma normalité, il n'y a pas de norme, pas norme, bref. Et en fait, il faut juste, adapter quand c'est possible. Et c'est souvent possible, tu sais, des constructions de show et tout, bref. Quand c'est possible, tu adaptes à la personne qui en a besoin. Et me concernant, j'ai adoré découvrir plein de nouveaux épisodes de la Quinterview cette année. C'était très chouette. J'adore ce podcast. Je trouve qu'il est hyper pertinent, hyper intéressant, hyper complet. Et que finalement, de la même façon, en parlant des autres, il nous raconte plein de choses sur nous, avec des thématiques extrêmement variées. Il y a néanmoins 2 points particuliers que je retiens de mon année avec la Quinterview. C'est évidemment la bûche de bois qui fait caca de Mini Majesté. Et donc c'est la bûche en bois sur laquelle la Vierge Marie s'est assise avant de donner naissance au petit Jésus. Et chaque famille en a une du coup. Et c'est vraiment une bûche dans laquelle on lui met des pattes pour le faire tenir. On lui fait les yeux, la bouche, le nez. On lui met un petit béret catalan. Et on lui fait un anus aussi, très important l'anus, étant donné que pendant une semaine avant Noël, on va le nourrir de mandarines et de clémentines. Et que le jour de Noël, on l'amène au milieu du salon, on le couvre quasiment en entier, on fait que dépasser que sa tête, entre guillemets, d'une couverture. Les enfants prennent des gros bâtons, le frappent en chantant une chanson le plus fort possible, et la bûche chie des cadeaux. Et la chanson, il y a plusieurs versions, chaque famille a un petit peu sa version, mais la version de ma famille, c'est vraiment... chie, tio. Mais attention, ne chie pas des anchois parce que c'est trop salé. Mais chie-moi plutôt des tourons parce que c'est du touron parce que c'est meilleur. Et hop, tu ouvres la couverture, ouah, plein de cadeaux. Tu remets la couverture, tac, 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 et ça comme ça. Et moi, étant donné que j'avais personne à l'école pour me dire mais le tio, ça n'existe pas. Ah, tu pensais, t'étais vraiment premier degré jusqu'à mes la enfants. bûche chie. Et mon deuxième moment préféré, c'est que j'ai adoré collaborer avec la Quinterview. J'ai hâte que ça reprenne parce que ce n'est pas terminé. On va continuer de collaborer. Juste, la vie a fait que pour l'instant, c'est pas encore ça. Mais on va continuer de collaborer pour nos adelphes sourds et sourdes, dont je fais partie, n'est-ce pas? On va continuer de collaborer. J'ai hâte qu'on reprenne ça parce que c'est un vrai plaisir. Et voilà. Des bisous à tout le monde. Oh, bonjour la Quinterview. Et si Marianne James, chanteuse, comédienne, membre du jury, j'en passe et des meilleurs. Je voulais vous dire que Rose est vraiment exceptionnelle. Oh, c'est un bijou. Elle est... Quoi?
Oui, c'est dans le placard au-dessus de l'évier. Voilà. Voilà, je vous embrasse, la Quinterview. À très vite. Si tu pouvais éviter de me couper quand je suis en train d'enregistrer. Et je remercie beaucoup Corentin pour ces transcriptions que vous avez retrouvées sur le site de la Quinterview. Et bientôt, vous en retrouverez plus encore. Shout out à lui. Et merci Marianne d'être passée par là. Juste avant la première partie de la FAQ, c'est le moment de nous raconter votre année 2024 de Public Drag. Ce qui est des perfs qui m'ont marqué cette année, je dirais la perf de Stargirl au théâtre Sébastopol à Lille lors du show de Sacha Velour. Parce qu'elle avait 2 grandes capes, qui faisaient comme des énormes rideaux qu'elle avait accrochés au balcon. Et du coup, son entrée était assez spectaculaire. Et j'ai une photo à l'appui de moi en train d'être ébahi devant Stargirl. Mon meilleur moment de spectatrice, c'est de pouvoir enfin découvrir le cabaret La Bouche. Ça m'a fait vraiment super plaisir de pouvoir pénétrer dans cet espace de création hyper safe, avec ces créatures, ces dragues et ces performeurs absolument géniaux qui traitent de sujets super importants, de sujets de société, de sujets liés à la communauté queer, sous un prisme complètement intersectionnel. C'était vraiment génial. Côté spectateur, moi je me suis toujours pas vraiment remis de la perf de l'Evo Evolove que j'ai vu à Dragma à Nantes, et qui commence en haut d'un escalier et qui d'un coup tombe dans l'escalier, roule jusqu'en bas de l'escalier et là se relève et continue à danser comme si de rien n'était. Et j'ai compris après qu'en fait il était cascadeur et c'était pas pour rien qu'il pouvait faire ça sans se faire absolument mal partout. Pour ce qui est de mon année en tant que spectatrice, j'ai eu la chance d'assister à une performance qui m'a beaucoup marquée cette année. C'est une performance de Rose Tantal, donc qu'elle a effectuée en mars, donc pour la 2e édition du Latte Show, donc organisée par Tatagine et Lalabou, donc toujours à Clermont-Ferrand. Donc c'est une perf où elle a une robe bleue, bleu pastel, avec du tulle et vraiment un costume tout en douceur où elle incarne un cygne. Et elle se plante littéralement des aiguilles avec des plumes au bout de celle-ci, donc dans les bras et dans les joues. Le tout sur une musique qui vraiment nous laisse suspendus dans l'attente de son prochain mouvement. Et c'est vraiment un moment qui est hors du temps et dont je me souviendrai toute ma vie. Ensuite, vraiment le contraste entre la douceur du costume, l'innocence qu'incarne le cygne et le fait qu'il y ait vraiment ces aiguilles et ces quelques gouttes de sang qui viennent briser tout ça, mais tout en poésie. C'est une des perfs qui m'a vraiment le plus marquée jusqu'à aujourd'hui de tout ce que j'ai pu voir sur la scène drag. Et c'est quelque chose qui est tellement différent et qui m'a vraiment transcendée. Et c'est ce que j'aime dans notre art, c'est que on a une telle richesse et une telle liberté d'interprétation qui est juste folle que voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Un autre moment qui m'a marqué cette année, c'était une viewing party de la saison 3 de Drag Race France. Les viewing parties, alors encore Ruby on the Nail avec Lula Strega, au Grand Contrôle. Et c'était en fait le soir du second tour des législatives de cette année, du coup. Et moi j'étais arrivée un petit peu en retard, donc j'étais derrière ceux qui connaissent le Grand Contrôle, j'étais vraiment derrière, debout, à regarder la fin de l'épisode. Et les résultats sont tombés pendant le moment où était diffusé le lip sync entre Perseo et Misty Phoenix. C'était l'épisode du makeover. Et j'entends quelqu'un derrière moi arriver, un homme, et qui crie la gauche a gagné, la gauche a gagné. Ce qu'évidemment personne ne croyait. Et il y a eu ce moment vraiment qui était génial et vraiment libérateur, je pense, pour tout le monde, de l'annonce des résultats juste à la fin de la diffusion de l'épisode. Donc là, il y a eu un moment où vraiment ce qu'on regardait face à nous n'avait plus aucune importance.
Et juste, voilà, donc Ruby et Lula ont annoncé les résultats et tout le monde a célébré, tout le monde a crié, s'est pris dans les bras et tout. Et c'était vraiment, il y avait quand même de la surprise, parce qu'on ne s'attendait pas forcément à ces résultats et du soulagement. Et bon, voilà, c'est peut-être pas très bien terminé après, mais c'était vraiment un moment où le divertissement et la vie réelle se sont rencontrés très fortement. Et c'était hyper intense. Et c'était vraiment, je pense, un super endroit, en tout cas, pour découvrir les résultats. Surtout quand c'était des résultats quand même relativement positifs. Bravo les lesbiennes. Pour mon année en drague, j'ai toujours pas refait de drague, mais j'ai eu des moments un peu trop cool. Il y a par exemple eu le shooting des 3 sorcières avec Paloma, Moon et Lula. Ça, c'était vraiment un beau moment en plein été. On a bien rigolé. Ou encore, il y a le moment où Norma, Belle, quand elle a shooté ses looks de Drag Race, elle a enfin fait marcher son volcan dans mon studio. Elle a mis son truc orange de partout, sur les murs, sur les miroirs, etc. Et 2 secondes après, elle l'a jeté dans la rue, juste en bas, dans mon immeuble, et puis ça s'est fait dévaliser. Et en tant que spectateur du drag, il y a eu un show qui m'a particulièrement marqué. C'est le show de Coco Ricard et la Cour des Miracles. L'intitulé était plus ou moins Nimbar et Léopard. On avait Miss Kebab, Samy Landry ou encore Vaginette et encore d'autres. Comme la Miss Brick qui nous ont fait des shows incroyables à base de énormes tchouches qui allaient dans tous les sens et de la cagole à l'Acadie. C'était vraiment un moment très très convivial. Je crois que le show le plus étonnant que j'ai pu voir, ou de moi celui qui m'a vraiment marqué, je crois que ça a été Vaginette durant le roast de Judas Morningstar. Qui nous a offert une performance sur la musique Cubi de Rosé. Tout ça habillé en tente quechua et claquettes poisson. Je pense que c'est une belle image du drag français. Franchement, là, on est sur un niveau assez qualitatif, je dirais. Bon, pour 2025, je vous souhaite de passer des moments drag encore bien rock'n'roll et de profiter des shows. Il y en a partout, tout le temps, dans toutes les villes. Alors n'hésitez pas. Et c'est le moment de la FAQ, première partie. Vous m'avez posé des questions et j'essaye de vous répondre. La première question. Si tu pouvais interviewer une queen internationale, who would it be? Qui ça serait? Une question de Dommage, The Drag Queen. Alors, cette question, c'est vrai que je me la suis posée et récemment, j'ai essayé d'y répondre en lançant une invitation à une queen de Drag Race internationale qui passait en France, qui n'est d'autre que Bianca Del Rio, qui était au Grand Rex au mois d'octobre, dans mon souvenir. Et du coup, j'ai envoyé des mails et des mails et des mails. J'ai envoyé des mails sur son compte à elle. J'ai envoyé des mails à son agent, à son agence. J'ai envoyé des mails au Grand Rex qui m'ont dit « Pas de souci, ma belle, on te met en contact avec sa production. On fait suivre ta demande et tout machin. Est-ce que vous avez écouté ce podcast depuis ?» Eh ben non, parce que du coup, j'ai jamais eu de réponse. Après, voilà, non mais je comprends complètement et j'ai essayé de regarder si Bianca Del Rio avait fait des choses en France, du contenu en France, et réellement pas du tout. Donc voilà, donc j'avoue que Bianca Del Rio, sachant que la saison 6 de Drag Race est là où j'ai commencé Drag Race, et du coup Bianca Del Rio, Adore Delano, Courtney Act, tout ça, voilà, c'est vrai que franchement pour moi ça serait The Boucle serait Boucled, si je peux me permettre, mais malheureusement ma belle, elle lit pas mes DM, donc du coup, voilà. Et puis, franchement, aussi, mener toute une interview en anglais, compliqué. D'ailleurs, si vous souhaitez traduire, si vous êtes bon en traduction live, n'hésitez pas. On sait jamais, ça peut arriver, hein, ces choses-là, plus vite qu'on ne le pense. Allez, une autre question. Ah, j'ai déverrouillé mon téléphone. Hop. Plus bip bip ou coyote? Bip bip. Voilà, c'est la réponse.
Allez, une nouvelle question. Vas-tu refaire un épisode en public? J'ai raté Mami Wata. Déjà, première chose, fallait pas rater Mami Wata. Voilà. Donc, pour rappel, au mois d'octobre, j'ai été invité à venir animer un podcast live dans le studio de la Gaîté Lyrique dans le cadre du Paris Podcast Festival. Donc, c'était ma première expérience de podcast live. Donc c'était hyper intéressant parce que c'était la première fois que je faisais ça, première fois que je me montrais entre guillemets. Je m'étais, pour ceux qui n'étaient pas là, parce que ça veut dire que j'ai publié aucune photo, mais je m'étais strassé un masque vénitien à base de semi-perles nacrées. Vraiment, rien n'allait. Mais du coup, j'étais dans le studio de la Gaîté Lyrique. Donc du coup, même à travers la vitre, c'était tellement sombre qu'on ne me voyait pas. Donc vraiment, toutes ces heures pour faire un truc moche qui n'a servi à rien, c'est incroyable. Mais j'avoue que moi, j'ai beaucoup aimé l'expérience. J'ai trouvé ça très, très cool. En fait, juste de voir des gens en train de rigoler, de se marrer. Le seul problème, c'est qu'on était vraiment dans le studio de la Gaîté Lyrique. Donc, comme c'est un studio, et du coup, on n'entend pas ce qui se passe à l'extérieur. Donc, j'entendais pas les gens rigoler. Je les voyais rire, mais je ne les entendais pas. Est-ce que j'ai envie de renouveler l'expérience? Je sais pas. Est-ce que vous avez envie que je renouvelle l'expérience cette fois sans vitre, avec vous qui êtes dans la salle? Moi, je suis plutôt partant. Moi, je trouve ça assez rigolo d'avoir cette interaction avec le public. Après, est-ce que le podcast, est-ce que la Quinterview se prête forcément à ce genre d'exercice? C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à créer la même intimité et les mêmes réponses et la même je sais pas, je dirais authenticité, franchise avec du public à côté? J'en sais rien. Mais faire des podcasts live avec des personnes devant, moi j'adorerais. Même franchement, pour pousser un peu le délire un peu loin, j'adorerais faire pourquoi pas des pré-shows de certains événements avec des artistes qui sont invités, et pendant que les personnes sont en train de finir de se maquiller, on fait un petit podcast. Et moi je trouverais ça plutôt cool, plutôt sympa. Voilà, j'ai le matériel, je suis équipé, je vous envoie une facture et un numéro de siret. Non mais ouais, moi je trouvais ça vraiment très cool. Et puis surtout, c'est après voilà, le truc c'est que moi ça me fait plaisir, faut que vous aussi, les auditeuristes, ça vous fasse plaisir, vous ayez envie de venir et tout. Sinon je peux me faire mon délire tout seul, et c'est ce que je fais déjà, vraiment. Mais ouais, non, mais j'ai bien aimé l'expérience. D'ailleurs, merci au Paris Podcast Festival de m'avoir invité. Voilà, j'ai l'impression que c'était plutôt réussi à voir, quoi. Voilà, merci beaucoup pour cette question. Une nouvelle question, et après on passera à la suite. Est-ce que tu te souviens de ton premier show drag et qu'est-ce que tu as ressenti? Je pense que j'ai eu plusieurs expériences de drag avant d'arriver à mon premier show drag, mais le premier show drag réellement que je conscientise comme étant un premier show drag, c'était au Café de Paris. Parce qu'en fait, c'était un bar, je sais pas s'il y avait resto ou quoi, mais c'était un bar où au fond, il y avait une sorte de théâtre avec une petite scène et tout, machin, des tables. Et franchement, c'était pas mal comme endroit pour pouvoir performer. Et c'était le Café de Paris qui était juste à côté de chez moi, donc à Ménilmontant, à Paris. J'étais venu parce que je connaissais Loulou de Cacharel, et je me suis dit vas-y, let's go, allons-y, c'est à côté de la maison et tout, voilà. Et c'était la première Habibi de Javel Habibi, c'est-à-dire que je ne savais même pas, on en discutait récemment avec Javel, mais c'était a priori la toute première soirée Habibi, et j'avais passé un très 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 bon moment. Je me suis dit franchement c'est trop cool, j'adore cet univers, je trouve ça trop trop sympa, créatif, safe, où on s'y sent bien, où on est où le public est considéré, où les gens sont considérés et tout. Et moi c'est ça que j'adore, c'est qu'en fait tu vas à un endroit où les gens sont gentils, ils sont là pour voir un bon moment, pour passer un bon moment, et c'est ce que je ressens dans les shows drag partout aujourd'hui. Et en plus de ça, c'est que moi, je me suis dit, c'est incroyable qu'en fait des artistes arrivent à se mettre à nu comme ça devant des gens, à se travestir, s'habiller, préparer une performance et venir la présenter aux gens, et où tu pars de juste toi. Et c'est ça que je me suis dit putain,
C'est fou, en fait, comment, juste en partant de soi, on peut arriver à faire des trucs de ouf. Voilà pour cette première partie du FAQ, des questions et des réponses de ma personne. On refait une deuxième partie un tout petit peu plus tard. Cette année, vous avez été encore plus nombreux à écouter le podcast et voici vos meilleurs moments de Quinterview. Je dirais que mon moment préféré avec la Quinterview, ça a été la Quinterview de Camille, parce que je pense que c'est la première fois où en entendant une personne dans un podcast, j'ai été complètement genre happé par ce podcast. Je pense que c'est celui que j'ai le plus écouté, la Quinterview. Et en fait, c'était de redécouvrir cette drag queen que j'adore et de voir tellement de points communs que j'avais, tous les petits skills. Et ce que j'aime aussi en général à la Quinterview, c'est de voir les drag queens qu'on voit. Et c'est comme gérer un enfant qui découvre ses stars. J'ai l'impression de pas d'être leur ami, mais d'être proche d'elle. Et j'aimerais te remercier pour m'offrir ce genre de moment comme ça. Pour un enfant qui est en train de se découvrir et qui aimerait faire du drag. Parce que je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir fait l'expérience de plein drag queens différentes. Et pas forcément drag queen, drag king aussi. Et du coup, merci beaucoup. Et je peux dire que le moment qui m'a le plus touché de la Quinterview de ces 1 an et demi derniers, ça a été quand j'ai écouté le podcast de Cam, où je savais qu'il avait un frère et il en avait jamais trop parlé publiquement. Et pendant ce podcast, pour la première fois publiquement, il a évoqué son frère avec toutes les histoires qui sont associées. Et j'ai trouvé ce moment hyper beau parce que c'est un des rares moments où j'ai vu Cam être vulnérable. Donc pour ça, merci beaucoup la Quinterview. C'était un très beau moment pour moi. Je dirais que le grandir avec un frère jumeau, c'est génial parce que d'un côté, on a toujours quelqu'un avec qui parler, avec qui faire des choses. Et il y a un peu... Alors moi, je le vois pas du tout, mais je sais qu'en dîner de famille, on nous le dit tout le temps, c'est qu'il y a un peu un espèce de langage où genre on va se mettre à rire en disant du charabia, enfin vraiment, alors que je m'en rends pas compte et que pour moi, je parle français, mais je sais qu'on parle vite fait, on se regarde, on marmonne quelque chose et de suite, on va comprendre ce que l'autre veut dire. Et ça, je pense, c'est le fait... au final, c'est peut-être la personne que je connais le mieux, parce que entre ça, nos meilleurs amis et nos parents, finalement, mon frère, c'est la seule personne avec qui j'étais, grosso modo, de ma naissance jusqu'à mes 17 ans. Donc, le fait qu'on partage tout ensemble et que on apprend aussi plus facilement à partager les choses, on apprend à... Enfin, moi, j'ai appris beaucoup à l'aider et à faire plein de choses parce que forcément, il était moins valide que moi. Et j'ai aussi beaucoup eu ce sentiment de... Comment on dit de... Enfin, je dois l'aider et en même temps, comme il était... des gens éventuellement se moquaient de lui et autres, du coup, j'ai toujours eu cette part de grand frère qui est pas du tout dans mon caractère, enfin, dans le sens où j'aime bien protéger les gens, mais je suis pas forcément la personne la plus forte pour ça. Mais j'ai eu Mais t'as toujours... été protecteur avec lui. Ouais. Protecteur, ouais. Bah oui, parce que en fait, je déteste les injustices et je pense que ça s'est né à cause de ça, vu qu'on a plus ou moins toujours été dans la même école. Et forcément, on n'était pas au même niveau de classe, ou du moins, lui, il était en classe spécialisée, où il avait des gens pour l'aider, etc. Ce qui fait que forcément, les enfants ne sont pas toujours les plus sympas. Et je dirais que moi, l'injustice, j'ai beaucoup de mal à le voir, à l'accepter. Et je sais que ça m'a toujours fait beaucoup de mal quand il y avait des injustices envers mon frère. Donc, tout ça, ça a amené à ce qu'aujourd'hui, tu vois, je considère que l'éthique... avoir une intégrité, toutes ces valeurs-là sont hyper importantes pour moi, que ce soit dans le travail ou dans la vie. Donc, honnêteté, intégrité, des choses comme ça, des choses en fait que vraiment j'ai souffert, c'est pas moi réellement, j'en ai éventuellement souffert, mais disons que j'en ai souffert à travers de mon frère, à travers d'autres choses. Quand on a des jumeaux, on partage tout. Moi, je sais que mes parents ont toujours été comme ça, et c'était vraiment Noël ou anniversaire, c'était toi, t'as eu un cadeau de temps, ton frère, il attend, etc., etc. Et j'aime bien le fait que jamais il y ait eu un côté de vous le partagez, où vous avez les mêmes vêtements en double. Enfin, je sais que ma mère insistait beaucoup quand on est né, vous leur achetez pas les mêmes vêtements, vous faites pas... Elle détestait ce système de jumélité identique et volontairement, elle nous habillait différemment, volontairement. Et en fait, tout ça, je pense, ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, chacun ait sa personnalité très différente. Donc, c'est assez marrant et plaisant parce qu'au final, on s'entend sur beaucoup de choses, mais en même temps, on est très différents sur beaucoup de choses. Et puis, j'ai aussi adoré la perf de Jean Biche au Fantasma Show cet été, qui d'ailleurs revient, je crois, en janvier aux Folies Bergères. J'ai vraiment beaucoup aimé cette perf. Ce qui me permet de faire le lien avec mon moment préféré de la Quinterview, puisque
Mon moment préféré, c'est la Quinterview de Jean Bich, et je me souviens qu'il raconte comment est-ce qu'il a créé, je me souviens plus exactement, mais comment est-ce qu'il a créé ce numéro un peu en dernière minute, avec une caméra en retour vidéo derrière lui, et c'était vraiment chouette. Et puis comme à l'époque, c'était hyper innovant, et je me souviens que c'était un chouette moment. T'as quoi un peu comme florilège de noms de performance? J'ai le caméra show. Alors ça, mes enfants, accrochez vos ceintures. Hein. Là, maman passe la 4e. Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1 € par mois sur shopify.fr/audio. Rendez-vous sur shopify.fr/audio pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui. Moi, j'adore le VP, en fait, la vidéoprojection. Tu vois ce que je veux dire, comme au Cinoche, dans ta gueule. Mais beaucoup de gens sont éblouis, aveuglés, ils aiment pas ça. Moi, j'adore. Moi, je pourrais regarder un faisceau, tu sais, comme Romy Schneider dans L'Enfer de Clouseau, tu vois. Voilà. Mais elle cligne pas des yeux pendant 3 minutes devant des strobes, et c'est genre, l'image est dingue. Mais toi, t'es aveugle, ça fait très mal. Tout ça pour dire, je bosse au Manco. J'ai fait, moi, le Manco, j'ai fait de l'ouverture à la fermeture. J'ai fait 2015-2019. On me demande de faire un nouveau numéro pour le nouvel an, une nouvelle idée, un truc, un machin. Et puis, il y a une équipe de documentaristes à ce moment-là qui fait un documentaire sur la création du lieu parce que c'est tout neuf. Et je leur dis, les mecs, est-ce que vous pensez qu'il serait possible de brancher votre caméra à la console et aller en live? Et en fait, moi, je suis sur scène avec la caméra et je me prends en show, en fait. Et je fais un show et la caméra, c'est comme une webcam en live. On essaye le truc, et en plus c'était un soir où moi j'avais un body paint en squelette hyper précis avec plein de bijoux sur le visage. Enfin vraiment c'était 4-5 heures de taf. Et oui, parce que il y a des moments aussi, j'aime les transformations dites intenses, pas juste drag, tu sais, la petite heure et demie, tout ça. Non, c'est vraiment genre envoie du pâté, quoi. Moi, 6 heures, 7 heures de make-up, tu peux me perdre, quoi. Je peux être fasciné par ça. Résultat des courses, je découvre à ce moment-là que une caméra, en fait, c'est lourd. Donc, mon biceps était genre en fond de sauce. J'étais épuisé. Et surtout que si tu te mets avec le fond derrière toi et tu mets la cam devant en selfie, la caméra prend ton selfie à l'infini. Et ça donne un effet de profondeur. Ça fait un effet de profondeur extraordinaire. Et que après, évidemment, ce numéro a rendu les gens en larmes, enfin vraiment, ils étaient en larmes. C'est pas un mensonge, hein, vraiment. Ils étaient comme ça, genre mais qu'est-ce qui vient de se passer? Parce que imagine une très bonne caméra HD, genre tu vois une 4K, un make-up de 5 heures en gros plan et à l'infini et au ralenti en plus, tu vois, très calme, parce que j'avais tellement peur de débrancher le câble, où j'avais peur de casser la caméra, que j'étais très très lent, je prenais mon temps, j'y allais mollo, et les gens c'était du public de 31 décembre, donc ils étaient assez, tu vois, c'est genre on s'enjaille, on fait un beau grand spectacle de Nouvel An, donc il fallait un beau grand spectacle, et là, ça a calmé. Je l'ai fait dans plein de villes différentes, je l'ai fait dans plein d'occasions différentes, tout ça, je l'ai fait seul, j'ai fait à plusieurs, enfin bref. Mais c'est mon petit truc à moi, même si cette mécanique existait déjà. Il y a une nana qui est venue me voir à Fantasma qui m'a dit tu sais, moi je l'ai vu au théâtre il y a 30 ans et là c'est vrai qu'en ce moment tout le monde refait le coup de la caméra, patin coup fin, et elle me dit sauf qu'en fait j'ai vu que 2 personnes dans le monde le maîtrisaient, c'est la toute première qui l'a inventé et toi. Et enfin, pour mon moment préféré de la Quinterview, je pense que c'est lors de l'épisode avec Power Bottom, où il parle de cette fameuse semaine où il a à la fois découvert ce qu'était le drag king, assisté à son premier drag show, s'est inscrit pour sa première perf et a en parallèle pris sa première injecte de thé. Tout ça dans un laps de temps si court, mais qui a littéralement changé sa vie. Je trouve que c'est super intéressant et c'est un très beau message d'espoir, parce que ça montre que même quand on est un peu perdu dans nos vies, il y a toujours un monde dont on soupçonne même pas l'existence qui est là, qui existe et qui nous attend, et dans lequel on va pouvoir trouver sa place et s'épanouir. Et je trouve ça vraiment super beau et super important. Je vois le show et en fait dans ma tête il se passe un truc où enfin c'est
Ouais, voilà, c'est sans appel, c'est instinctif, c'est spontané, c'est explosif. Je me dis, mais en fait, moi, je veux faire ça. Genre, c'est genre, j'ai un élan où je suis en mode, moi, je fais ça, quoi. Bon. C'est une évidence. C'est une évidence. Et je me souviens très bien, ouais, du coup, j'avais beaucoup aimé la perf de Cyprien Desflites, justement. Ça m'avait beaucoup marqué et je m'en souviendrai toujours. Et du coup, cette espèce de lâcher prise sur scène, d'esthétique qui m'avait beaucoup plu. Et du coup, on parle à la fin du show. Ils me présentent un peu à droite à gauche à d'autres drag kings parce qu'eux, ils venaient de commencer le drag king, je crois, 1 ou 2 mois avant, en fait. Du coup, c'était trop une sorte de rencontre. Enfin, c'était comme si c'était écrit, quoi. Du coup, je fais ça et du coup, direct, je dis, mais en fait, comment je fais, moi, pour faire ça? Enfin, comment je fais pour m'inscrire? Comment je fais pour performer? Comment on s'inscrit au drag? Et voilà. Et du coup, ils me disent, écoute, là, c'est une scène ouverte. T'envoies un mail à la King's Factory et voilà. Et en fait, maintenant, il y a des délais de plusieurs mois tellement il y a du succès et tout pour les scènes ouvertes. Mais à l'époque, du coup, c'était pas encore le cas. Donc, je crois que le lendemain, j'ai écrit un mail en mode « Bonjour, j'aimerais participer à la prochaine scène ouverte de la King's Factory, donc de novembre 2021. » Et du coup, voilà, je me suis inscrite, c'est fait. Sauf que là, je suis en mode, en fait, j'ai pas de nom, j'ai pas de performance, j'ai rien, j'ai pas d'habit, donc c'est parti, j'ai 1 mois pour tout faire. Du coup, voilà, j'ai trouvé Power Bottom dans ce laps de temps assez réduit. J'ai dégoté 2-3 trucs, j'avais déjà un choker, j'avais un haut transparent, j'avais un short un peu brillant, hop, et j'ai mixé tout ça. J'ai dû faire un atelier du coup de maquillage avec Lewis Raclette à ce moment-là. Sauf que ce qui était marrant, c'est que à ce moment-là, moi j'étais plus dans un truc d'exploration du genre, donc j'avais envie d'avoir une sorte de drag king réaliste, de passing. Et lui, c'était un truc très cartoon, et du coup, j'étais en mode oh non, c'est pas ce que je veux faire du tout. Résultat, un an après, je faisais des ateliers avec lui que j'animais, bref, c'est un peu drôle. Et du coup, c'était déjà hyper intéressant de voir en tout cas le principe du contouring et tout, parce que moi, le make-up, j'étais juste nulle à chier, quoi. Et ça m'intéressait pas du tout. Bah ouais. Et du coup, voilà, en fait, j'ai performé le mois d'après. Et entre-temps, comme j'avais des questionnements de genre quand même assez intenses à ce moment-là, et que j'étais un peu paumée, en fait, j'avais un ami qui prenait de la testostérone qui m'a dit « Mais viens, juste, je te fais une injecte, comme ça, tu vois comment tu te sens, tu tentes. » Parce que moi, du coup, j'avais pas mal de questionnements sur est-ce que je prends de la T, etc., la testostérone. Et pareil, j'avais pas conscientisé que c'était possible. Et c'est juste... Alors que je savais en fait que lui prenait de la thé, mais c'est juste lui quand il m'a dit « Mais viens, moi de toute façon j'utilise pas tout mon flacon, toute mon ampoule de thé, on fait moitié-moitié et je te pique dans 1 mois quoi. » Et j'étais en mode « Oh waouh !» Et du coup il y a eu une explosion de nouveau, il y a eu beaucoup d'explosions mentales à ce moment-là. Et du coup j'étais en mode « Oh waouh, je vais prendre de la thé et tout. » Et en fait, c'était la même semaine. Et du coup, c'était une semaine où on avait fait ça, évidemment, à la Schlag, où on a fait une fête chez lui. Et du coup, on a fait une sorte de réunion transmasque dans sa chambre. On était genre 4-5. Et où, du coup, il m'a fait une injection de testostérone à genre 2h du mat, en mode « Allez, c'est parti !» Et du coup, c'était assez ouf. Et j'étais avec mon meilleur ami qui a aussi fait une injection. Du coup, on a fait ensemble. Et du coup, j'étais sous thé. Ça devait être le samedi soir. Et en fait, j'ai commencé à ressentir les effets peut-être le lundi ou le mardi. Et le mercredi, je performais. Et du coup, j'ai fait mon premier show de drag king sous testostérone. Après quelques jours, du coup, de ma première injection. Et du coup, j'avoue que c'était un peu une semaine charnière. C'était c'était un gros délire dans ma tête, même maintenant j'en reviens pas. Pour moi il y a eu un avant et un après, et même d'ailleurs le cast de la King's Factory de cette semaine-là, je crois qu'il était 100% de personnes trans. Et du coup c'était ce truc de je sais pas, c'est magique, genre c'était vraiment magique. Et pour ce qui est de mon moment préféré de la Quinterview cette année, c'est l'épisode avec ma chère tante, ma chère Tati Ouna, qui parle de santé mentale et qui parle de tout son parcours et tout en restant comme on adore et on aime Ouna comme ça. Voilà. Je crois que c'était mon moment préféré de la Quinterview, c'était ça. Et sinon j'ai beaucoup aimé les Quinterviews en duo. Quand t'as commencé avec Laura G et Laurent, c'était des beaux moments aussi. Hein. Et mon épisode préféré de la Quinterview, c'était l'épisode avec Ouna, parce que ça m'a vraiment émue. J'ai trouvé ça trop cool de pouvoir aborder ces sujets-là, de parler de santé mentale
de manière ouverte et avec une personne qui est touchée par ce sujet-là. Et voilà, ça m'a ému, quoi. Au lycée, au moment de passer le bac, pour les oraux, genre, j'ai somatisé à un point où j'étais convaincu que j'allais avaler ma langue. J'étais genre, mais ma langue, elle est gonflée et tout. Je vais voir un médecin généraliste, il me fait, ma vie, non, je te jure, il n'y a rien et tout. Par contre, tiens, voici un anxiolytique. Vraiment. Je te dis, quoi, je passais le bac, j'avais genre 17 balais. Du coup, je pense, dans ces eaux-là. Et j'étais en mode, mais non, mais je vous jure, je vais avaler ma langue. Parce que genre, physiquement, j'étais en mode, mais mon corps ressent ma langue et tout, elle est pas bien. Et en fait, non, ça s'appelle de la somatisation et c'est les jeux, c'est vraiment ce lien entre esprit et corps que parfois, voilà, je trouve pour lequel on parle pas assez, tu vois, de parfois... que le corps marque des choses de l'esprit. Exactement. Je me souviens, une fois, j'étais avec des copines à la Comédie Française et... pardon. Non, t'inquiète, pas de soucis. J'étais à la Comédie Française et on regardait une super pièce et j'étais en mode, là, tu vois, genre là, par exemple, si je me lève et que je décide d'avancer vers la scène, c'est cringe, genre... Pourquoi tu penses à ça, tu vois, genre c'est cringe de ouf. Et toujours, intérieurement, j'étais genre, ok, waouh. Mais c'est un truc, genre, je pense... Plein de personnes y pensent. Mais tout le monde pense à ça. Non, mais c'est ça. Et genre, mais vu que t'es névrosé, t'es en mode, mais genre, pourquoi tu penses à ça? Mais ça va pas bien dans ta tête et tout. Ouais. Et c'est très un filtre, voilà, un filtre que la thérapie t'aide un filtre que j'ai pas, que la thérapie m'a aidé à dédramatiser. Oui, bonjour la Quinterview, je m'appelle Stéphanie et mon podcast préféré, c'est bien sûr celui où il y a Rose dedans. Je l'adore. Je trouve que je suis, enfin qu'elle est charismatique et vraiment trop belle. Elle aurait d'ailleurs dû gagner Drag Race, mais bon, apparemment ça n'était pas l'avis du jury. Voilà, allez, bisous la Quinterview. Avant de retrouver la séquence inédite avec Rose, je réponds à nouveau à toutes les questions que vous vous posez. Va-t-on voir plus de King en 2025 ? J'ai envie de dire oui, on verra toujours plus de King en 2025 dans la Quinterview, mais comme j'ai envie d'avoir plus de créatures, plus de club kids, plus de drag différents, plus d'artistes queer. En fait, le truc, c'est que j'essaye d'avancer comme ça au fur et à mesure, comme je vous expliquais dans le précédent épisode, de projeter un petit peu comment vont s'enchaîner les épisodes, qui va aller après qui et comment tout ça va venir s'imbriquer. J'ai énormément de King, évidemment, que j'ai spoté et dont j'aimerais faire les interviews. Mais si vous aussi, vous avez des envies ou vous voulez attirer mon œil vers certaines personnes, n'hésitez pas. En fait, il y a les commentaires sur Spotify. Dites-moi qui vous aimeriez voir comme King en 2025 dans la Quinterview. Moi, j'aimerais beaucoup faire par exemple Thomas Socchio, Armand Songe, Lewis Raclette. Là, je vous parle que de King parisien. Il y a Ricoloscopia aussi du côté de Lyon, Zadie la Lune. Il y a plein de gens, mais c'est juste parfois des questions de moments, de temps, d'épisodes que j'ai aussi un petit peu en avance et tout. Mais vous inquiétez pas, il y aura plein de King. Et merci beaucoup pour cette question. Une nouvelle question. Alors, on me repose la question de pourquoi le choix de rester anonyme, et une autre question de l'Orage Mirage qui me dit ça fait quoi d'être le plus grand mystère de France. C'est vrai que j'ai pas mal répondu à cette question dans le hors-série précédent, qui avait en fait une envie aussi de neutralité vis-à-vis du podcast, même si évidemment je suis une personne, mais j'avais envie de mettre un petit peu en recul et de mettre plutôt en avant les artistes que j'interviewe plutôt que moi. Donc le choix de rester anonyme. Maintenant, c'est vrai que effectivement, je pourrais me désanonymiser vu que vous êtes là, vu que vous aimez le podcast et vu qu'en fait, dans le fond, vous
vous en moquer de qui je suis, entre guillemets. Mais j'avoue que j'aime bien cette place, j'aime bien le côté genre je vais en show, incognito, et je regarde ce que font les gens, et je fais mon petit casting dans ma tête, ma petite émission rêvée. Et voilà, peut-être que je me désanonymiserai et que vous me verrez que quand je ferai des podcasts live. Voilà. Mais vraiment, sincèrement, vous loupez rien. Tout est dans ma voix. Je rigole. Oui, non, je ne sais pas. Qui suis-je, peut-être on me demande la question aussi, on me pose la question de quel est l'épisode le plus écouté de l'année dernière. Donc sur la saison 2024, donc qui court un petit peu, on va dire, chez moi, sur la Quinterview, entre la saison 1 et la saison 2, eh bien, l'épisode le plus écouté, c'est l'épisode de roulement de tambour. Est-ce que j'ai un roulement de tambour ? J'ai pas de roulement de tambour. L'épisode le plus écouté de 2024 est l'épisode de Pounani. Voilà, c'est l'épisode de Pounani, qui est un épisode que j'ai adoré faire. C'est vrai que dans le hors-série précédent, je vous parlais de l'épisode de Rose, mais l'épisode de Pounani était super aussi parce que voilà, je suis allé chez elle. Elle m'a montré tous ses dessins, tous ses croquis, tous les éléments préparatoires à sa participation à Drag Race. Et franchement, c'était aussi un très très bon moment. Le fait que Rose et Pounani racontent un petit peu chacune à leur manière leur rencontre et ce qui les a marqué chez l'une, chez l'autre, avec avec ces histoires de films, de courts-métrages, elle était bonne cette conne. Enfin voilà, vraiment. Ça, c'est des choses que je sais qui vous ont pas mal marqué. Donc voilà. Donc l'épisode le plus écouté de 2024, c'est l'épisode de Pounani. Si vous l'avez pas écouté, vous pouvez le réécouter. Est-ce qu'il y a un épisode sous-coté ou qui n'a pas marché comme les autres et tu aurais aimé qu'il ait plus de visibilité ? Alors, cette question-là aussi, c'est vrai que je me posais la question de est-ce que je rediffuse parfois des anciens épisodes de la saison 1. Alors oui, on est d'accord, on ne parle pas de 8000 épisodes précédents, mais je trouve qu'il y a des épisodes qui ont un petit peu moins marché parce que c'était aussi les débuts du podcast et donc il n'y avait pas forcément la visibilité qui fait que. Mais par exemple, moi je trouve que l'épisode de Chétan, je trouve que cet épisode-là, il a pas marché comme il devrait parce que c'était le début du podcast. C'est l'épisode, attendez, hop. C'est ça, c'est l'épisode 7. Je trouve que l'épisode 7, voilà, de Chétan n'a pas marché comme il aurait dû marcher. Je trouve que son histoire est vraiment hyper intéressante. Son histoire à la Réunion, son histoire queer, c'est vraiment pour moi un épisode qui est l'essence même de la Quinterview. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller écouter cet épisode-là si vous ne l'avez pas écouté pour découvrir Chétan, son métier aussi de perruquier et tout, et qui a fait vraiment si vous regardez Drag Race France, énormément, mais alors énormément de perruques pour les casts des différentes saisons de Drag Race. Donc vraiment, allez voir ça, allez checker cet épisode-là, allez la suivre aussi sur Insta. Elle fait du contenu vraiment très très sympa, notamment plein de cheveux. Donc n'hésitez vraiment pas. Et la dernière question, c'est en dehors du drag, est-ce que tu as des passions, des hobbies, des idoles ? Comme vous l'avez compris dans le podcast, je suis quelqu'un d'hyper curieux. Il y a plein de choses qui m'intéressent. J'aime trop regarder des trucs. Je déteste qu'un sujet reste inconnu. Et du coup, j'adore diguer, chercher, comprendre. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et du coup, ce qui en fait que j'ai pas particulièrement d'idole. En revanche, je suis passionné par les personnes qui sont passionnées. C'est-à-dire que j'adore les passions des gens. J'adore les gens qui sont activés par quelque chose. Parce que moi, tout m'intéresse, on va dire, de manière égale. J'ai pas un domaine dans lequel je suis un peu meilleur qu'un autre, mais je suis passionné par les personnes passionnées. Et c'est notamment pour ça que je fais ce podcast-là. C'est parce que je fais face à des personnes qui ont un feu en eux, un feu artistique, une envie de raconter des histoires, de montrer des choses sur scène. Et moi, je trouve ça hyper passionnant. Et du coup,
moi, ma passion, c'est m'intéresser aux passions des gens et transmettre leur histoire. Et voilà. Et après, dans les petites passions comme ça, j'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à sortir avec mon petit appareil photo argentique cette année et à faire beaucoup de photos d'artistes drag. Notamment, vous pouvez aller voir sur Instagram, j'ai fait un post il y a quelques jours avec quelques photos argentiques. Je vais en refaire un pour la sortie de cet épisode-là. Mais voilà, je prends beaucoup de plaisir. Je trouve que, comme dirait Dommage, The Drag Queen, qui est un podcast qui s'appelle Défunte avec Créature, dont je vous parle de temps en temps, eh bien, je trouve que, comme elle, le drag et l'argentique, c'est un truc qui fonctionne très bien. Et voilà. Donc ne le faites pas parce que je le fais déjà et du coup franchement c'est vraiment d'un ennui les gens qui se copient et tout, voilà. Non, je plaisante, mais ouais, non, moi j'adore, je trouve ça très très cool, je trouve ça très 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 chouette. Donc je vous mettrai d'autres photos, mais voilà, moi je suis passionné par les gens qui sont passionnés. Voilà, et c'est fini pour cette deuxième partie de FAQ. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou directement vous me les posez sur Instagram, des questions différentes évidemment si possible, et je vous y répondrai lors d'autres épisodes. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ces 2 épisodes hors série, parce que c'est vraiment moi qui parle devant un micro, ce que je ne ferai pas forcément de base. Voilà, mais si ça vous a plu, si vous avez pris du plaisir à écouter ces épisodes-là, n'hésitez pas à me le dire et peut-être que j'en referai d'autres. Un des épisodes le plus long et qui vous a le plus plu de la saison 1 est l'épisode avec Rose. Une digression permanente qui nous a mené à passer le questionnaire des Miss France 2024. N'importe quoi. Alors, j'avais pas toutes les réponses sous les yeux, mais je vous ai prévu un petit habillage sonore. Je vous préviens, on n'est pas vraiment les génies qu'on pense être. Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1 € par mois sur shopify.fr/audio. Rendez-vous sur shopify.fr/audio pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui. Tu sais, c'est comme si là, je me mettais à te faire passer le quiz, par exemple, de Miss France 2024. Horrible. Je pense que c'est pas fastoche. Première question. C'était pas du tout prévu, mais ça m'amuse. Je me dis, quitte à ce que le podcast dure 4 jours, autant vraiment se marrer, hein. Première question. Quel pays a intégré la zone euro cette année? Alors, potentiellement, elles ont fait le quiz en 2023, pas en 2024. La Croatie, l'Albanie ou l'Ukraine? Eh bien, Jean-Pierre Foucault, je dirais la Croatie. Dans quel pays se déroulera la prochaine Coupe du Monde de rugby? C'était l'année dernière? Oui. Là, c'est les questions 2023? C'est les questions... en fait, 2023 pour Miss France 2024, mais forcément... Parce que j'ai regardé Miss France cette année, j'ai l'impression que c'était les questions de là. Mais peut-être pas, hein. Oui, c'était les questions de là. Ah. Mais sauf que forcément, ça concerne l'année 2024. Oui. Comme 2023. Ah, t'as raison. Oui, bien sûr. Parce qu'elle pouvait pas se projeter dans le futur de ce qui allait se passer l'année d'après. Oui, on pourrait faire des efforts quand même. Que vraiment, ouais, au final, c'est intelligente. Qui en attendant ce boulot. Finalement, je vais me présenter à Miss France. Je crois que j'ai plus de chance. Alors, dans quel pays s'est déroulé, si tu veux, la Coupe du Monde de rugby l'année dernière? Je dirais... C'est un pays qui commence par... et qui finit par... Vraiment? En France? Bah oui. La Coupe du Monde de rugby? Oui. Ah oui, 2023, je pensais à... C'était la France, l'Afrique du Sud ou l'Australie? Je pensais à 2022, c'est pour ça. Sinon, je suis rugby. Quel prix Nobel Oui, vas-y, les Chabal. 2 Français, Anne L'Huillier et Pierre Agostini, ont-ils obtenu cette année le prix Nobel de littérature, d'économie ou de physique? Ah bah ça, c'est facile. C'est littérature. Ok. L'année 2024 est synonyme de Jeux Olympiques. Quelle Miss France sera l'ambassadrice du relais de la flamme olympique aux côtés de Thomas Pesquet, Jamel Debbouze et Thierry Marx? Marine L'Orphelin, Indira Ampio, Amandine Petit. Je sens qu'on va avoir un sans faute, moi. Moi, j'aurais dit Marine L'Orphelin. Parce qu'Amandine Petit, c'était Miss France 2023.
Et tu vois, ça ferait un peu scandale quoi de la reprendre là, alors qu'il y en a une nouvelle. Oui, ben voilà. Ouais, voilà, ouais. Ouais. On fait ça. Quelle grande actrice a prêté son image pour l'affiche du Festival de Cannes en 2023? Catherine Deneuve. Quelle pâtissière française est la première femme à avoir été sacrée meilleure pâtissière du monde? Christelle Bruera, Non. Jessica Préalapto, Non. Nina Métayer. Nina Métayer. Bravo. Qui était dans le jury de Miss France cette année. Dans quelle ville se déroulera la COP28 qui débutera le 30 novembre prochain, donc de l'année dernière? Dubaï, Rio de Janeiro ou Doha? Alors, j'espère que c'est pas à Dubaï parce que ce serait quand même un scandale. Ou quoi? C'est quoi la dernière ville? Rio, Doha. C'est 2 villes? Rio de Janeiro. À Rio et Doha. Non, à Doha. Moi, je vous dis sais qu'on pas où est sur c'est, un mais- génie. Donc, tu dis Doha? Oui, parce que je sais pas où c'est. Il y en a 10, non? De toute façon, 10 doigts. Oui, voilà. De la main. 10 doigts des mains, du coup. Bon. C'est Combien y compliqué, là. a-t-il de restaurants étoilés en Côte d'Or en 2023? Non, mais là, c'est carrément nul. 0, 5 ou 15? Oh, bah non, en Côte d'Or, quand même, il doit y en avoir beaucoup. Bah, 15. 15. C'est peut-être beaucoup. Quelle est la capitale du Brésil? Sao Paulo, Rio de Janeiro ou Brasilia? Brasilia. Quelle est la capitale du Maroc? Rabat, Marrakech ou Fès? Rabat. Quelle est la capitale de la Bolivie? Santa Cruz de la Sierra, La Paz ou Cochabamba? La Paz. Quelle est la capitale de la Norvège? J'ai l'impression d'être Jean-Pierre Helsinki. Foucault. Oslo, Bergen ou Stockholm? Oh, Stockholm. Non, Oslo. Ah, Stockholm. Stockholm en Suède. Stockholm. Quelle est la capitale de la Turquie? Istanbul, Izmir ou Ankara? Ankara. Quelle est la capitale de la Suisse? Berne, Zurich ou Genève? Berne. L'élection de Miss Univers a eu lieu au Salvador. Si vous allez à la plage dans ce pays, dans quel océan vous baignerez-vous? L'océan Pacifique, Atlantique, Indien? Je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'au Salvador, on rit. On rit Salvador. Non, bah je dirais le... Pacifique, Indien ou Atlantique? Alors là, Pacifique, allez. Pacifique. Et quel événement a-t-on fêté le 6 mai de cette année, donc de l'année dernière, 2023? Au Royaume-Uni, l'anniversaire du prince George, le couronnement de roi Charles III ou le retour du prince Harry? C'est quoi cet événement? C'est le nom d'un film, non? Le 6 mai 2023, au Royaume-Uni. Le couronnement de machin, du prince George. Qu'on embrasse. J'adore. Qui nous écoute? Bien sûr. Ah, mais ils nous écoutent sûrement avec François Ozon, tous les deux, là, je les vois très bien. Hein, à être... Tes DM sont attends. aussi ouverts pour le prince George? Et ils sont moins ouverts pour le prince George que pour François Ozon. Sauf si c'est pour me filer les diamants de la couronne. La préhistoire commence avec l'apparition des premiers êtres humains sur Terre. Quel événement en marque la fin? La découverte du feu, l'invention de l'écriture, la chute de l'Empire romain? L'invention de l'écriture en l'an 3000. Avant Jésus-Christ, parce qu'après, ça n'a pas encore eu lieu. Quel personnage historique est à l'origine du Code civil? Napoléon. C'est vraiment un succès, ce quiz. Il reste encore beaucoup de questions. Mais attendez, excusez-moi. Non, bon, on va arrêter là, parce qu'en fait, il y en a vraiment 150. Ah non, mais c'est-à-dire que là, on a à peine fait un tiers. Mais quoi? Mais pourquoi elles doivent répondre à tout ça? Et elles sont présélectionnées là-dessus? Je sais pas. Bon. Mais quel enfer. Eh ben... Ah, mais quoi? Ah bon, 19 sur 20? Waouh. Waouh. Alors là... Eh ben, félicitations, vraiment. C'est incroyable. Ah mais non, mais attends. Non, je peux pas te faire ça, vraiment. Il y a beaucoup trop de questions. On n'a pas le temps. Bon, alors Je suis désolé, pardon, si vraiment vous attendiez. Bah voilà, vous regarderez les réponses. Non, mais vous direz avez que... qu'à regarder sur Google. Et puis les gens Rose, n'ont que voilà. ça à faire. Donc vous avez vu Rose, petit génie, comme on dit. Ah, mais moi? Ouais. Ah non, mais attends. Ah non, mais pas des dernières pluies, hein. Je suis pas le couteau le moins aiguisé du tiroir. Enfin... Ou le pingouin qui glisse le moins loin. Ou... Ah, je les ai plus. La truite la moins oxygénée de l'étang. Oh. Ouais, allez. Mia, encore une petite question, non?
Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de la Quinterview. Je vous souhaite une excellente année. Mais franchement, on se lâche la grappe, on se fout pas la pression, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on va chercher son plaisir là où on peut. Je vous laisse avec les messages trop mignons que vous m'avez laissés et on se retrouve très bientôt avec un épisode classique de la Quinterview avec la Queen in the North. Étoile fille. Ouais, je fais des traductions aussi. Allez, bisous, à bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Bip, pour tout votre travail et longue vie aux Queen. Et on espère qu'on en entendra encore beaucoup sur le podcast. On adore et vive 2025. J'ai hâte d'entendre tout ce qui va se préparer. Des bisous. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de nous demander notre avis. Moi, j'adore donner mon avis personnellement. Voilà, mais c'est trop cool et continue ce que tu fais vraiment. Je continuerai de te suivre avec grand plaisir et grande hâte. À bientôt, bon courage pour le montage. Et puis, pour conclure, Bip, je te souhaite une longue vie à toi ainsi qu'à la Quinterview. Et j'ai vraiment hâte de découvrir les prochains épisodes. Je sais qu'ils seront tous plus riches de sensibilité et d'humanité au fur et à mesure du temps. Et d'ailleurs, j'en parle énormément autour de moi. J'encourage tout le monde à l'écouter et à te soutenir. Car tout est fait bénévolement et vraiment d'une main de maître, Bip. Et comme on le sait, personne ne vit que d'amour, de strass, de perruques et de paillettes. Alors il faut qu'on soutienne vraiment cette belle initiative pour qu'elle continue à briller longtemps. Coucou Bip, c'est Angelica. Moi, ma contribution pour ton épisode participatif, c'était juste de te remercier à nouveau pour ce podcast incroyable. Et parce que pourtant, en tant que drague, je pourrais me dire que les histoires, je les connais déjà toutes. Le récit, j'y contribue. Et donc, finalement, les histoires de Queeros, je les ai déjà vues passer. And yet, c'est quand même super intéressant à chaque fois. Donc, merci pour ça. Et je tiens à préciser que tu m'as pas payé pour que je dise ça. Donc, voilà. Bravo les queers, bravo les dragues. Et longue vie à la Quinterview. Des bisous! Je sais plus si j'ai dit, c'était Angelica. Bisous! Attends, et pardon, j'ai pas une recommandation, j'ai une requête en 2025. Je voudrais une interview de Mia, s'il vous plaît. Cordialement, point. Eh bien, tout d'abord, je voudrais souhaiter une bonne et heureuse année à tous nos amis qui sont là. Et puis, également à tous les téléspectateurs, leur souhaiter une très bonne santé, beaucoup d'argent, beaucoup d'amour, enfin, beaucoup de bonheur.